On n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête. Bienvenue dans ce troisième épisode du Tri-Podcast. Et aujourd'hui, on est toujours avec Pierre, l'homme qui a 100 anecdotes sur ton film préféré. Ça va, Pierre? Ça va très bien, Thibaut, merci. On est avec Victor, qui a 100 remarques négatives sur ton film préféré. Ça va, Victor? Ça va. Et moi, qui ai toujours pas vu ton film préféré. Et un invité d'honneur. Alex, comment ça va? Ça va, je suis vraiment ravi d'être là. Ben, nous aussi, deuxième invité, un peu de pression. Beaucoup de pression. Ça va aller. On est bienveillants. Aujourd'hui, comme d'hab, on parle d'un film qui a bien vieilli et d'un film qui pose plus problème. Les deux sous le thème de votre enfance, un peu les films de votre jeunesse. Ce sera Roger Rabbit et Madame Doubtfire. Et enfin, le film que tu viendras défendre. Aujourd'hui, c'est Mommy de Xavier Dolan. C'est ça. Et on parlera un peu d'actu. Quand je dis film de votre enfance, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête comme ça, un peu quand vous étiez jeune, vous voyez à la télé, vous êtes un peu émerveillé par ces films? Madeleine de Proust, Toy Story 1, allez. Toy Story 1. Alien 2. À 7 ans, t'étais devant Alien 2. Ouais, il y a des chances. Moi, ça me fait les Gremlins. Tu vois, petit rappel, mais les Gremlins, c'est vraiment un moment de Noël tous les ans. Et ben aujourd'hui, on aborde celui-là qui veut la peau de Roger Rabbit. Extrait. It's a motion picture about friendship. Take it easy, Billy! Please, Eddie! Don't tell me you're making a big mistake! Love. Compassion. Well, I'm sorry I yanked your ears. All the time you yanked my ears? Murder. Marvin Acme. Qui veut la peau de Roger Rabbit, sorti en 1988, réalisé par Robert Zemeckis avec Bob Hoskins et Christopher Lloyd notamment. C'est un film qui mélange le live action et l'animation 2D. Et en 88, c'est pas mal, on va en reparler. Le pitch, on est à Hollywood en 1947. Les humains et les Toons cohabitent. Les Toons, c'est les personnages de cartoon de l'époque. Et on a Eddie, un détective privé, qui est engagé pour enquêter sur Roger Rabbit et surtout sur sa femme Jessica. Et l'enquête va prendre beaucoup plus d'ampleur que prévu. Pierre, est-ce que tu peux nous contextualiser un peu Roger Rabbit en 88? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Donc du coup, c'est tiré d'un livre de Gary Wolfe à la base, qui est sorti début des années 80. Et tout de suite, on s'aperçoit qu'il y a déjà question d'un monde réel mélangé avec un monde de toons, donc animé, quoi. Et très vite, quelqu'un qui s'appelle Darrell Van Critters, va y voir la possibilité d'adapter ce livre et donc va proposer immédiatement Disney de racheter les droits pour faire le film. Donc c'est un film qui est produit par la Touchstone, donc c'est une branche de Disney qui à la base se veut être un peu l'anti-Disney. Et finalement, ça va quand même tomber malgré tout, on peut pas s'empêcher de penser à Disney quand on voit le film, quoi. Ouais. Mais c'est marrant de se faire cette remarque. Le projet a failli être annulé de par sa faisabilité, parce que c'était assez difficile de concevoir, de mélanger toons et prise de vue réelle avec animé, quoi. Très difficile. Le tournage va durer 11 mois pour 2 ans de post-production. Donc, ce qui fait que le budget il va tout de suite gonfler à 70 millions pour finalement rapporter au box-office 156 à 173 000 à l'international. Ce qui est 70 millions pour un projet comme ça, audacieux. Ouais, à l'époque, il fallait mettre un billet comme ça. Ouais, et on n'était pas sûr de ce que ça rend, quoi. On n'était pas sûr donc de ce que ça donnerait, sachant que du coup Disney était réticent pour faire le film. Donc il a fallu tout de suite leur prouver que cette technique était faisable. Donc ils ont tourné une séquence où il y a un autre acteur qui incarne Eddie Valiant. Tu le vois dans une ruelle sombre avec Roger Rabbit du coup qui le suit, et on fait aussi interagir à un objet, il me semble que c'est une poubelle dans la scène. Et tout de suite, les producteurs, quand ils voient ça, ils sont rassurés, ils se disent « Bon, d'accord, c'est faisable ». Par contre, il y a une règle, c'est que jusqu'à présent, personne s'est amusé à mélanger les deux techniques sur des images animées. Avec un travelling, par exemple, avec du déplacement de caméra. Ouais. La règle disait que ça devait être que sur des fixes. Et Zemeckis s'est dit « C'est complètement ridicule, moi je vais faire plus compliqué que ça ». Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi ça a pris autant de temps pour... Ok. Du coup, on peut commencer là-dessus. Du coup, dans les raisons de pourquoi ça traverse les époques, c'est la technique, du coup, qui est justement pour l'époque incroyable, et qui, je trouve aujourd'hui, avec nos yeux on a vu des effets spéciaux de ouf maintenant en 2023, et en fait, c'est pas dérangeant, même si on chipote, c'est pas très bien fait, parce que quand ils prennent un objet dans la main, forcément, en termes de détour et tout, ça, on sait que c'est pas vrai, mais je trouve que ça marche super bien parce que c'est dans la veine du truc.
Et que techniquement, ouais, ça a été bien fait dès le début en fait. Ouais, très bien. Il faut savoir qu'il y avait des marionnettistes donc, qui étaient sur le plateau pour animer tous les objets qu'on voit, notamment dans la scène du piano-bar. Vous voyez à un moment donné, derrière un bar, il y a un poulpe qui sert à boire. Et en fait, tous ces objets qu'il tient dans les mains étaient animés par des fils, Ah ouais. voilà, par des marionnettistes qui étaient au-dessus en fait. Et ensuite, ils ont gommé les fils et rajouté ensuite le. Putain, ça marche trop bien. la pieuvre, quoi. Ah ouais. Ça marche Je peux te trop bien. permettre Ici, le réalisateur qui nous parle. On a un réalisateur qui est très fan de Roger Rabbit, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il va intervenir forcément pour nous rabâcher ces anecdotes. Il a le sans droit savoir. à 3 interventions. 3 jokers. 3 jokers. Donc le premier joker est épuisé. On t'écoute. Ok, c'est juste que dans le bar, tout était construit en hauteur pour que les marionnettistes puissent être en dessous et faire activer tout de en dessous. Ils étaient en dessous. Ils étaient en dessous, ouais. Tout le. Donc avec des bâtons. J'ai vu des images avec les gars la au-dessus. réaction de Roger Rabbit qui est sorti il n'y a pas longtemps et il montre bien tout ça. Et tu vois qu'en fait, tout le plateau a été construit en hauteur. Ils ont prévu tous les travelling et c'est ça qui est incroyable surtout dans ce film, c'est tous les mouvements de caméra qui sont prévus avec l'intégration en temps réel de l'animation. Enfin, en temps réel, on se comprend. L'intégration de l'animation en même temps que des mouvements de caméra, c'était quelque chose d'assez technique et très très rare. Ils prévoyaient tout, ils calculaient tout, ils faisaient le mouvement, je ne sais combien de fois. Ils prévoyaient toute la mécanique. Donc vous voyez la scène où Roger Rabbit se fait tenir par le callback et qui crache de l'eau. Ils avaient prévu un petit système de tuyau pour lui cracher à la tronche. Et du coup, ça donne autre chose que le dernier Space Jam qu'on a vu récemment sortir, qui est vraiment dégueulasse. Il est piquant le. Je trouve que la raison principale pour laquelle ce film a vieilli, c'est que vraiment ils se sont donné du mal. On sent qu'ils ont eu envie que les effets spéciaux fonctionnent. Bah, dès la scène d'intro, le film commence en full 2D animation. Et on a une sorte de. Bah, on a un travelling arrière où on arrive dans le monde réel. Et je trouve que la jonction entre les deux, on la voit pas en fait. Et Non. moi j'ai pris direct une petite claque parce que je savais pas exactement comment ils allaient faire ça. Et du coup, quand j'étais dans le monde 2D et que d'un coup j'ai vu des acteurs rentrer avec des perspectives correctes et tout, je me suis dit ok, c'est trop fort parce que j'ai pas vu la jonction quoi. J'avoue. Je sais pas si en regardant on la voit, j'ai pas replay, mais tu sais le changement de. Je vois pas exactement du moment. Bah, le film commence. Il y a la transition. C'est ça, le film commence sur de la full 2D. C'est un dessin animé, tu vois. Ouais, Et je quand me on rappelle, recule, en c'est un fait, cartoon. on est direct dans le vrai monde, entre bien sûr. guillemets. Mais je me souviens surtout, quand j'étais gamin et que je voyais ce film, c'est l'une des premières interactions où il donne des cacahuètes à Dembo. Oui. Et en fait, à ce moment-là, je me souviens que mon cerveau, il buguait, il disait, attends, je suis en train de... Je savais ce que j'étais en train de voir et je me disais, ah, mais c'était incroyable. Et déjà tout petit, je me disais, putain, c'est un film fort, ça. Et du coup, encore maintenant, on en parle, ça me fait trop plaisir. C'est trop cool. Ce qui a bien vieilli aussi, je trouve, c'est l'humour du film, qui n'est pas le cas d'autres films, comme on va en parler juste après avec Doubtfire, par exemple. C'est que je trouve que les vannes, elles passent encore maintenant, tu vois, elles sont sympas, elles sont légères, et puis c'est dans le rythme du truc. Donc je trouve que là-dessus aussi, alors j'ai pas eu de fou rire devant le film, tu sais, mais t'as des petits sourires de ok, c'est sympa, les personnages sont marrants. T'es pas mort de rire pendant le film, du coup? Je suis pas mort de rire pendant le film. Mort de rire. Mais je vois Christopher Lloyd, du coup, qui est Doc dans Retour vers le futur, par exemple, ce personnage, il est marrant. Parce qu'il est dans le... Marrant, je sais pas. des Marrant, mesures. ouais, je sais pas. Marrant, je sais pas. Je sais pas si c'est Iconique, bon. en roue libre. Ouais, oui. Ouais, mais il est aussi bon que dans Terrifiant. Retour vers le futur, dans le rôle Il est du Doc, très quoi. bon. Enfin, il incarne vraiment très bien son personnage, quoi. Il fait très peur, notamment à la toute fin, avec ses yeux. Ah, moi, c'est un... J'ai pas tilté tout de suite que c'était le même, enfin que c'était l'acteur de. D'accord. Mais pas tout de suite. Je me dis, je le connais déjà. Je sais pas d'où je l'ai vu. Et puis c'est après que je me suis dit, ah mais oui, Ouais. c'est le gars de Retour vers le futur. Mais j'ai pas tilté dès les premières secondes. C'était lui. Ouais. Il y a quelque chose de terrifiant dans ce film. Hein. Moi, ce méchant-là, étant gamin, il m'a fait vraiment très très peur. Ses yeux rouges et tout ça. Ouais, pareil. Franchement, peut-être que j'aurais mérité d'avoir 1 ou 2 ans de plus quand je l'ai vu la première fois, parce que, ouais, Christopher Lloyd, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Il fait peur à la fin. Ouais. Hein. Et puis même dans son discours, on parle d'un truc qui a bien vieilli. Son discours, tu sais, il dit le mot autoroute. Je vous le disais tout à l'heure, mais le méchant, son ambition, c'est de construire une autoroute. C'est terrifiant comme histoire. Non, mais il s'inscrit dans le réel alors qu'on est dans une fiction de fou avec des cartoons. Et il te dit, moi, mon projet, c'est de faire des grandes villes avec des grandes autoroutes et tout. Et je me souviens comment il le dit et tout. C'est trop bien. C'est un bon film d'horreur. Tu sais qu'il est assez cruel, même les scènes où quand il trempe la chaussure dans la cuve, là.
C'est vrai que c'est dans la quand même- tempête. Il y a un aspect bien cruel, où on a en empathie avec un petit bout de chaussure qui parle. Ouais, que tu viens à peine de découvrir, Ouais. et tout de suite tu dis oh non le pauvre, De fou. et là tu vois la cruauté du bonhomme, tu dis ah oui d'accord, il est vraiment comme ça ce juge. Mais en le regardant, je pensais qu'il s'arrêterait. Je pensais pas qu'il irait au bout. Et quand j'ai vu, je dis, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils arrêteraient, ils trouveraient un moyen de ne pas la c'est tuer, la possible. chaussure. Ou alors on ne le verrait pas. Ou alors on le verrait peut-être pas. un Mais là, champ. on la voit vraiment. Je me suis dit, waouh, parce que c'est Ouais. quand même pour les enfants, enfin, justement, Mais c'est la question. c'est vraiment une bonne dualité, la 2D et le live action, puisque ça t'amène à deux réalités différentes. Tu peux jouer avec le cartoon, mais on continue d'être avec des live action. Ouais, non, c'est bien. Moi, je pense que c'est à voir. Mais il faut quand même avoir un certain âge. Je vois qu'il est marqué 6 sur la pochette du DVD. Je pense qu'on peut aller un petit peu au-delà, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu sais que j'allais venir au personnage, c'est que du coup le film a aussi un petit aspect nostalgique avec tous les personnages qu'on connaît. Et est-ce que vous pensez que ça aurait marché autant avec des toons inventés? Non. Ou alors justement ça apporte beaucoup au film que ce soit des c'est Dumbo, Bah, oui. c'est machin. C'est le fait que tu puisses C'est les un gros reconnaître qui impact fait que ça dans le va forcément attirer les gens en salle quoi. Mais je suis pas trop d'accord Non. avec vous parce que j'ai regardé le film, je connaissais pas un des personnages, je connaissais que Dumbo, il me semble. Donc quand j'ai vu le film, pour moi, il y en avait aucun qui existait en fait, qui était réel dans le sens où ils étaient là pour le film. Jessica Rabbit, j'en avais jamais entendu parler, Roger Rabbit, j'ai même pas reconnu. Même Daffy, c'est pas ce qui m'a marqué justement. Moi, c'est vraiment le fait, il y a de l'animation 2D, c'est un monde qui cohabite, et c'est tout quoi. Je crois que ça apportait un truc, par exemple, les petites anecdotes. Il y a un moment, il y a Betty Boop dans le restaurant qui est en noir et blanc et qui est serveuse. Ah oui, et c'est il lui dit, vrai. mais ça fait. Et puis elle dit, bah oui, depuis le passage à la couleur, on s'intéresse plus trop à moi, je travaille plus trop. Enfin, et tu vois, c'est tous ces petits clins d'œil. Dumbo et les cacahuètes qui débarquent, Mickey à un moment dans une chute, je crois qu'il y a Mickey qui apparaît. Ouais, t'as Et même Mickey, j'étais super étonné que Disney, enfin voilà, ils aient mis leur personnage dans ce film-là et je me souvenais plus de tout ça en fait. Et c'est en le revoyant pour l'émission, je me suis dit. C'est fou, enfin, je pensais pas qu'il y avait tous ces personnages-là en fait. Okay. Je me souvenais plus parce qu'un peu Moi- comme toi, les personnages principaux, ils ont pas marqué mon enfance quoi de base. Non. Des sortes de caméos comme ça qui font plaisir à des gens. Moi j'ai pas grandi avec ce genre de tout, donc je vais pas se mentir. Je vais pas se mentir. Elle est On bien va cette pas phrase, se mentir. je vais pas se mentir. mais je les connaissais pas tous et ça m'a pas dérangé comme toi. Pour moi c'était des nouveaux personnages d'une nouvelle histoire. Moi, il y a un petit truc qui m'a dérangé dans le film. Je trouve qu'il a bien vieilli, il a mal vieilli sur un... Enfin, je sais pas comment l'aborder, mais la sexualisation de la femme fatale et tout Jessica ça. Rabbit, ouais. On va couper cette séquence parce que je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non, mais T'as plus de Joker. t'as le donc, droit de pas être d'accord, mais moi, il y avait quand même ce truc-là de me dire, c'est le personnage féminin du film, puisqu'il y en a pas il y d'autres. a la serveuse, Si. il y a la copine de l'enquêteur. Mais si, il y a la copine de Dolores, l'enquêteur. Ouais, je sais pas. Moi, j'étais un peu. Qui est aussi un peu sexualisé parce qu'il y a une vanne où quand il la voit, il y a Roger Rabbit caché dans son manteau, ça fait une bosse, et il lui dit t'es contente de me voir par rapport à voilà. Donc je te rejoins peut-être. Pour ceux qui regarderont pas et qui écouteront, je fais un grand pouce levé vers le haut. Cool. Ouais. De notre époque peut-être. Ouais, je sais pas. C'est vrai. En tout cas, le film a une technique de fou. La réal est ouf aussi. Le film fait peur, Enfin, le film marche. Il y a la lumière de Dean Cundey, donc le chef-op de Carpenter sur ses premiers films. Donc il a fait La lumière de Halloween, Fog, New York 97, et il a aussi bossé pour Spielberg sur le premier Jurassic Park. Enfin, vraiment une lumière aux petits C'est- oignons. Je trouve que c'est vraiment un artisan marche bien. pur et dur, et ça nous manque malheureusement des chefs-op de cette qualité-là, quoi. Anecdote rigolote, faut savoir que l'acteur qui fait la voix de Roger Rabbit, donc Charles Fletcher, qu'on a pu notamment voir dans Zodiac, Les Griffes de la nuit, Retour vers le futur 2 et Dick Tracy. Et en fait, cet acteur, pour être vraiment dans le rôle du lapin, il a demandé à ce qu'on lui fasse un costume de lapin. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le tournage, il avait le costume de lapin et il se tenait derrière la caméra et il donnait la réplique à l'acteur principal. Et prestations. Et en fait, il fait 4 voix dans le film. Voilà. Il fait pas que la voix de Roger Rabbit, il en fait 3 autres, pour ceux qui ont vu... Enfin, la VO, quoi, parce qu'en VF, c'est pas les mêmes personnes. Si c'était Kevin Smith, il se serait transformé en lapin de manière comme dans Tusk. Ceux qui ont vu l'épisode d'avant, ça aurait été une autre ambiance sur le plateau, je pense. mais ok, donc Roger Rabbit, à voir, on vous invite tous à le voir. Ça, Ou même à redécouvrir. c'est hyper intéressant, rien que pour la technique, et l'histoire est cool. Je la conclue. Et on va enchaîner avec Madame Doubtfire. Extrait.
Madame Doubtfire, sorti en 1993, réalisé par Chris Columbus avec Robin Williams et Sally Field, et qui est tiré du roman qui s'appelle Quand papa était femme de ménage. Le pitch, on a Daniel Hillard, un comédien de doublage doué mais qui gère mal sa carrière et qui est un papa trop souple. Il fait une fête pour ses 3 enfants, sa femme rentre du travail, elle divorce et il n'a pas la garde. Et il va se déguiser en gouvernante anglaise pour pouvoir infiltrer sa maison et voir ses enfants. En gros, pourquoi c'est problématique? Pour plein de raisons. On commence par quoi? Alors, on commence par quoi? On peut déjà commencer par je pense le budget et le box-office, parce que c'est un film qui a vraiment cartonné à l'époque. Ouais. 25 millions il a coûté, et il a rapporté 219 millions aux US et 441 millions à l'international. Ils sont les 25 millions. Gros succès. Ok. Et voilà. Et là, c'est parti. Non, vas-y. On sort le fusil à pompe. Allez. Moi, je l'ai regardé. Problématique. Pas en ayant un œil malveillant de ça va être problématique. Je l'ai regardé un peu en innocent, en mode parce que je pensais que je sais pas si vous aimez bien ou pas quand vous l'avez envoyé dans la conversation. Du coup, je l'ai regardé comme ça et je n'ai pas rigolé une seule fois. Honnêtement, c'est pas pour être un gros rageux. J'ai pas rigolé et en plus, ouais, non, ça va pas. Ça va pas en 2023 après 30 ans là. Et il faut pas montrer ça à vos enfants parce qu'il y a plein de, je sais pas, c'est en termes de valeurs inculquées, en termes d'humour. Il y a le postulat de départ, tu as quand même le personnage de Daniel, donc, qui a un métier, qui va très vite se faire licencier parce qu'il il déborde d'idées. Et on lui dit, non, finalement, on n'aime pas les gens qui ont... En gros, pour schématiser. Ouais. Donc il se fait virer. Qu'est-ce qu'il fait? Comme tu l'as présenté dans le pitch, il organise une fête avec des gosses, ils s'amusent tous. Et là, sa femme rentre du travail et elle voit que c'est le bordel partout. Et du coup, qu'est-ce qu'elle se dit? Vas-y, je vais le larguer, il me saoule. Toi, tu te dis, non, mais sérieux. Déjà, ça va vite. Et de là, il emménage dans une maison. Et ses enfants viennent le voir pour partager des petits moments intimes, tout ça. Et en fait, il est toujours dans ses cartons et ses enfants le jugent parce qu'il a toujours pas rangé ses cartons, quoi, tu vois. Incroyable. Il est dans une grande baraque et ils sont en mode tu vis là-dedans. Nous, avec maman, on a 3 étages. Déjà de base. Mais déjà, le fait, si on peut revenir à il se déguise en femme pour rentrer par effraction chez sa femme à lui, avec ses enfants. Déjà de base, c'est pas hyper. C'est assez malaisant, quoi. C'est un peu malsain déjà de base. Très bizarre, ouais. Et ouais, les blagues, elles sont toutes dépassées, je pense. Je sais même pas si c'était drôle à l'époque, j'y étais pas. Bon, ça marchait. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit. Le fait de Robin Williams et toutes ses fantaisies, c'était quand même super agréable. Ça le reste toujours, en fait. C'est peut-être le seul personnage, seul acteur qui reste intéressant à voir. Si tu mets de côté l'histoire, tu vois un peu les improvisations dont il était capable de faire sur un plateau. En gros, je crois qu'on lui donnait 1 heure d'improvisation. Il faisait ce qu'il voulait pendant 1 heure sur les prises. Et ça se ressent beaucoup. Tu sens qu'il y a clairement des répliques qui sont improvisées sur le plateau. Voilà. Sinon, les autres, les enfants, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas pour vous. La mère, pareil, quoi. Enfin, excepté 2-3 acteurs. Enfin, il y a Pierce Brosnan. Je trouve que son rôle est pas ouf, mais ça fait toujours plaisir de le voir dans un film. Moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, surtout dans GoldenEye. Voilà, Demain ne meurt jamais, tout ça. Le Pic de Dante aussi. Voilà. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas beaucoup parlé dessus parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Moi, c'était un film que je pouvais sortir la cassette quand j'étais petit. Mes parents l'avaient enregistré, tu la remettais, tu regardais ça en famille. Aujourd'hui, c'est vrai que tu le regardes et tu te dis mais où est-ce qu'ils vont avec tous leurs personnages qui veulent rien dire? Tu vois, la maman, je crois qu'elle engueule, elle arrête pas d'engueuler Robin Williams. Je sais pas, elle lui dit à un moment donné, parce qu'il a trouvé un appart à un moment donné, ils ont divorcé, lui habite dans un appart, un super bel appart de fou dans je ne sais pas où. Et elle dit, t'as trouvé que ça et tout. San Francisco. Et en fait, ça parle que de problèmes de gens riches. Et du coup, tu t'identifies jamais au personnage. Il y a des trucs vachement bien dans le film. Au début du film, on te montre ce que c'est la télé, on te montre comment ça fonctionne, la télévision et tout, c'est vachement bien. À un moment, il se déguise, du coup, il s'apprête à se déguiser en Madame Doubtfire, donc. Et il met tout un set de prothèses, tout un truc de déguisement. La séquence, elle est vachement bien et tout. Tu vois des trucs. Et en même temps, t'as ce film qui veut rien dire, qui véhicule que des messages que tu montres maintenant. Qui sont absurdes, tu sais, de l'idée de la réussite, qu'est-ce que c'est
Enfin, on n'a même pas le droit de se poser une question, ouais, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Non, il faut que tu travailles, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu puisses élever des enfants. Donc c'est un message vraiment crispant. Et non, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que c'était pas un très bon film peut-être à montrer aujourd'hui, parce qu'il est plus du tout... Enfin, il est vraiment représentatif peut-être de l'époque, mais plus du tout de maintenant, quoi. Et puis c'est Chris Columbus à la réalisation. Faut savoir, enfin Chris Columbus, hein, je sais pas si vous voyez, Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, et le premier Harry Potter. Enfin clairement le moins bon. Enfin j'ai beaucoup de mal avec ce réal, quoi. Excuse-moi, t'as dit que le premier Harry Potter était le moins bon? Oui. Oui. Non, ok. Non, mais juste. Bah non, le prisonnier d'Azkaban quand même. Alfonso Cuarón, tu rigoles quoi. Non, mais moi je suis d'accord. On fera une émission sur mais Harry Potter, je ne savais pas que tu considérais que Harry Potter 1 c'était. Ah, il est horrible. Je déteste ce film. Je permets de faire une parenthèse parce que j'ai entendu un truc de ouf et du coup j'ai tiqué de malade. Non, ok, donc Harry Potter, attends, je le note pour un prochain. Vas-y, note-le, je t'en prie. Attends, Harry Potter 1, le pire. Moi, je t'avoue que j'ai eu un peu mal au cœur parce que c'est un film, c'était un peu comme une Madeleine de Proust. C'est un film que je regardais quand j'étais petit, justement, en famille. Je sais que mes parents ils aimaient beaucoup ce film, etc. Et du coup, de le re-regarder pour préparer l'émission, je me suis dit, je vais passer un bon moment. À contrario de Roger Rabbit, en me disant, Roger Rabbit, c'est vrai que c'est l'effet inverse qui s'est produit. Roger Rabbit, ça a été une bonne surprise. Et Madame Doubtfire, avec la lecture maintenant d'adulte, et puis aussi l'époque qui a changé, je me dis... Ouais, ok, il est dans la bonne case, film problématique. Mais ça me fait super mal d'entendre tout ce que vous dites et moi-même de le penser, parce que avant de le revoir, ça faisait peut-être 15 ans que je l'avais pas vu, et du coup, j'avais un super bon souvenir de ce film. Et ouais, ça m'embête trop aujourd'hui voilà, vous avez brisé une image d'enfance avec cette émission, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter ou regarder, qui vont avoir la même sensation, et qui peut-être iront le revoir après, en se disant, mais je me souvenais pas qu'il était si problématique, puis après ils vont le regarder, ils vont se dire... Ok, peut-être qu'il y a certains trucs quand même qui sont un peu chauds, quoi. Mais comme quoi, certains... Enfin, à des moments, c'est bien de revisiter son jugement, de se dire, ah tiens, j'avais bien aimé ce film, j'avais pas aimé ce film, je le re-regarde et je vois ce que j'en ai pensé. Je pense que c'est utile, mais... Ouais. Je trouve qu'au-delà de même tout ça, en fait, on n'y croit pas dans le film au moment où... Il y a deux moments où il se change, entre guillemets, rapidement, quand l'assistante sociale elle est chez lui. Il alterne entre deux personnages, et quand il est au resto, à la toute quand fin, il part aux toilettes et tout. En fait, je trouve que même si tu te projettes dans une fiction, dans une comédie, en fait, t'y crois pas, parce que c'est trop gros, quoi. Il y a plein de fois au cinéma où c'est gros, mais que t'es dedans, parce que c'est le principe du truc, t'imagines. Mais là, je trouve ça aberrant. Le mec, il attend comme un abruti pendant 1 heure. Que l'autre il est de l'autre côté du resto avec sa famille, il revient après, tu te dis pas t'étais où? Ouais, d'ailleurs c'est marrant, sa famille elle attend, c'est la femme de Robin Williams là, qui demande à ce qu'on attende Madame Doubtfire pour commander, mais par contre ils se mettent à bouffer sans problème. Oui, par exemple, tu vois. Et je trouve que ça te sort du film parce que tu te dis, en fait, non, ça n'existe pas, tu vois. Les personnages, ils sont vides de sens, c'est un truc de fou. Moi, je comprends pas, c'est les gamins, personne se pose la question, personne se dit, mais c'est mon père, en fait, c'est mon père déguisé. Enfin, je veux dire, tu le reconnais pas dans les yeux. Alors que l'assistante sociale, si à un moment donné, dans une réplique, elle a des doutes, elle dit, vous faites penser vraiment à quelqu'un. Au bout de 5 minutes de rencontre, tu vois. Mais sa femme lui dit, sa femme lui dit, à un moment donné. Ok, ouais. Il dit dans une autre vie, je crois, mais bon, comme ça. Ça reste quand même pas du tout crédible. Je veux dire, moi, si mon père venait me voir déguisé en femme, mais je le reconnaîtrais tout de suite, j'imagine que c'est... Du coup, j'imagine voir mon père arriver en femme. Je me dis, putain, est-ce que je le reconnaîtrais? D'ailleurs, papa, si tu me regardes, un petit coucou. Justement, là-dessus, du coup, tu parlais des valeurs d'aujourd'hui. Dans le film, dès qu'il aborde le fait que c'est un homme déguisé en femme et tout, les gens, tu sais, ils ont des réactions un peu de dégoût et tout. Ce qui aujourd'hui, l'a dépassé, parce que c'est comme ça, tu vois, ça existe, la transidentité, etc. Et dans le film, dès que c'est abordé, c'est 1993, quoi. Les gens, ils sont en mode, c'était bizarre, toi, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Les enfants, ils sont un peu dégoûtés. Son fils, quand il dit que c'est son père déguisé, son fils, il est un peu dégoûté, et il lui dit, c'est normal, réaction de mec. En fait, ça passe plus aujourd'hui de dire ça, tu vois. Je pense qu'en fait, la vraie problématique du film, personnellement, c'est de l'avoir traité sur le ton de la comédie. Parce qu'il y avait matière à faire un film plus sérieux que ça, en fait, sur quelqu'un qui aurait une crise d'identité, un dédoublement de la personnalité, par exemple. C'est un peu ce qu'est le personnage de Robin Williams. Mais de l'avoir traité de manière comique, je trouve que ça désamorce tout. Ouais, bien sûr. J'ai du mal à croire à ça. Et moi, tout ce que je vois, c'est un mec qui est malheureux, qui veut retrouver ses gosses, et plus il va chercher des subterfuges pour s'intégrer dans la famille, plus c'est malaisant, quoi. Ouais.
Mais non, mais comme on le disait, ça devient un meurtrier à la fin. Oui, voilà, il veut empoisonner Pierce Brosnan qui est allergique au poivre. Et puis à la fin, ça se termine presque par une poignée de main. Bon, sans rancune, j'ai failli tuer, mais c'est pas grave. Ouais, et puis il passe à la télé, regardez, c'est papa, c'est marrant, tu vois. Alors que... Et puis de quoi ça part au final qu'il ait plus le droit. Il y a un moment, il y a des enfants qui disent mais pourquoi c'est pas papa qui nous garde le soir? Parce que c'est vrai qu'après tout, elle a divorcé d'avec lui, mais pourquoi elle l'interdit de voir ses enfants? Et qu'elle ait une réplique du style le juge, c'est pas moi, c'est le juge. Puis qu'à la fin, elle dit non, je me suis arrangé avec le juge, c'est bon, il peut le voir. Donc en fait, au début du film, elle peut pas. C'est le juge qui a décidé qu'il était mauvais pour les enfants. À la fin, il y a un jugement parce qu'on apprend quand même qu'il s'est déguisé en femme pendant plusieurs semaines pour approcher ses enfants. Du coup, le juge il dit vous êtes nocif pour vos enfants. Mais là, par contre, elle dit au juge non, c'est bon. Puis du coup, il peut les revoir. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, par exemple. Donc c'est-à-dire que s'il avait été magnanime dès le début, on n'aurait jamais eu 2 heures de film, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Ah mais c'est un film qu'on montrera pas, enfin qu'on montrera plus, qu'on dira. C'est sur Disney, tu vois. Après, j'ai pas la télé chez moi, mais je pense qu'il continue à passer sur. Il est sur les sites streaming, donc. Streaming, j'imagine. C'est encore. Je sais pas si c'est un film qui passe encore à la télé. À la télé, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Plus maintenant. Ça fait pas partie des gros classiques, type Maman j'ai raté l'avion, par exemple. Ouais, ça passe encore tous les ans à Noël, quoi. Mais celui-là, non. Non, et puis, ça parle d'une classe qui est très dirigée quand même, et du coup, comment dire, t'arrives pas à rentrer dans la peau des personnages quand tu le vois. Il y a vraiment une distance qui est faite. C'est une autre époque. Ça marche pas du tout comme film. Donc Madame Doubtfire, ça marche pas. Si vous voulez vérifier ce qu'on dit, regardez-le. Sinon, regardez-le pas. Négligeable. Et nous, on va passer à Mummy, le prochain film dont tu vas nous parler. C'est ça. Extrait. Je vais te rendre solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le beat d'école normale. Hey, là, Steve, ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mec s'est pogné à grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu me tenir la graine que je pisse aussi? Assieds-toi là, ferme ta gueule. Mummy, 2014, réalisé par Xavier Dolan. Le pitch simple, une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au cœur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts. Et tu vas nous en parler. C'est ça, ouais. C'est le film que j'ai choisi parce que je me souviens d'avoir été le voir au cinéma. Et il m'avait particulièrement touché, dans le sens où j'avais été le voir parce qu'un pote l'avait vu et m'avait dit « il faut à tout prix que tu ailles le voir, vas-y, moi je veux y retourner, viens avec moi ». Et je connaissais pas du tout Xavier Dolan, et après je vois je sais plus, c'était prix du jury à Cannes, et j'avoue que moi je suis très grand public, et je me dis tout de suite « oh là là, Cannes, ça va être un film chiant et tout ». Et du coup, j'y vais, et au final, je crois que ça dure un peu plus de 2 heures, et j'ai pas vu le temps passer. Je trouve que les personnages sont très touchants. En fait, c'est ouf parce que c'est une histoire où il se passe rien. Enfin, il se passe rien, je veux dire, c'est une histoire très banale. C'est pas une femme qui se déguise, un homme qui se déguise en femme pour se rapprocher de ses enfants. C'est un film qui peut parler à beaucoup de gens parce que c'est la relation entre une mère et son fils. Parce que, comme tu l'as dit, son fils qui est TDAH, donc il y a des gros problèmes de comportement. Et puis, elle essaie de se battre au quotidien pour s'en sortir. C'est une femme seule. Et puis, ça aborde tout un tas de sujets. C'est beau, les musiques. Je sais que tu vas pas forcément être d'accord avec moi, mais justement, le fait d'avoir utilisé des musiques que tout le monde connaît, ça nous fait rentrer dans le film. Moi, il y a une scène en particulier. Et à chaque fois que je revois le film, je sais pas, touché par cette scène. Je saurais même pas dire pourquoi, mais ils sont dans la cuisine. Il y a ce jeune ado, il y a sa maman, il y a leur voisine qui devient leur amie. Et puis ils se mettent, il y a Céline Dion qui passe. On n'a pas l'habitude de voir Céline Dion dans un film. Et puis je sais pas, il se passe un truc. Et moi quand je vois cette scène, je sais pas, ça me fait du bien. Et en fait ce film-là, c'est un sujet quand même lourd. La fin, elle est quand même costaud. Et pourtant, je trouve que il a des qualités de film léger où on se sent bien quand on le regarde. Et je trouve que la performance des acteurs, moi j'en connaissais aucun, mais Anne Dorval, dans le rôle de la mère surmenée, incroyable. Les scènes de bagarre avec son fils, je sais pas, c'est tellement criant de vérité. Et je sais pas, moi j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais ce film, je l'aime bien. Tu le vends bien en tout cas. Merci. C'est vraiment vu, déjà. Tu me disais que moi j'avais pas, parce qu'on en a parlé un peu brièvement juste avant d'enregistrer, moi je disais justement l'utilisation des musiques, puisqu'il y a 3 musiques moi qui m'interpellent dedans. Il y a d'abord du coup tu l'as dit, Céline Dion, Oasis et Lana Del Rey à la fin. Et moi quand je suis allé le voir, mais tout à l'heure j'en parlais, je disais que le film des fois tu l'as vu à un certain moment dans ta vie où
où tu savais que tu n'allais pas être en phase avec le film et tu le vois peut-être 10 ans plus tard et à ce moment-là, tu comprends mieux ce que tu n'avais peut-être pas compris et peut-être ce que tu n'avais même pas aimé à l'époque, tu vois. Donc là, je suis peut-être en train de remettre en cause. Mais c'est vrai que moi, le souvenir que j'en avais, c'était que c'était un peu trop gentil pour moi, un peu trop premier degré. C'était un peu tire-larme et on sort les violons. Moi, c'est ce qui m'avait un peu dérangé dans le film. Beaucoup de gens qui crient, des gens qui disent « Non, mais là, j'en peux plus !» Et moi, c'était un peu ce truc-là qui me dit « Ah, et là, ils vont faire, et puis machin. » Et pour le coup, ouais, c'était un peu long pour moi. Mais je serais curieux de savoir d'en reparler là et après d'en faire une conclusion, une synthèse. Pierre, t'as un avis Ouais, alors je l'ai pas revu récemment, mais par contre, j'en ai gardé un très bon souvenir. Moi, pour le coup, l'utilisation des musiques, je les trouve plutôt pertinentes. Je trouve que Xavier Dolan, il arrive à chaque fois à bien trouver la bonne chanson qui va bien avec ce qu'il est en train de filmer. Et tu te sens vraiment impliqué dans ce qu'est en train de faire le personnage à ce moment-là, quoi. Enfin, j'arrive à me mettre à sa place. J'ai trouvé ça touchant. Je trouve que pour quelqu'un qui a 24 ans, donc Xavier Dolan, diriger des comédiens comme il le fait, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça, quoi. Je trouve qu'en ça, il excelle incroyablement bien, et ce dans quasiment tous ses films. J'ai jamais été déçu. Un que j'aime beaucoup, c'est Laurence Anyways, que je vous invite à voir si c'est pas fait, qui est très très bien. Quelqu'un qui va essayer d'assumer se travestir et changer de sexe petit à petit, mais il est enseignant, il a du mal au début à s'assumer en tant que tel, et finalement un jour il va franchir le pas et arriver habillé en femme, voilà. Et cette scène, elle est incroyable. Rarement j'avais vu ça dans un film. Dans Madame Doubtfire, t'as pas retrouvé ça? Ouais, c'est pas la même chose. Du coup, c'est pas traité de la même manière. Les enjeux sont pas les mêmes, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, très bon souvenir. Le format de l'image, qui est peut-être un peu, c'est peut-être un peu difficile de rentrer là-dedans, alors que c'est vraiment tout le contraire. Donc ce ratio de 1:1, donc format carré, parce que du coup, Dolan justifie ça parce qu'en fait, il veut vraiment que le spectateur soit focus sur ce qui est en train de se passer, l'interaction entre les gens, et il veut pas qu'on soit distrait par ce qu'il pourrait y avoir sur les côtés de l'écran. Donc il a vraiment resserré. Mais il s'en sert parce qu'à un moment à un moment ça s'élargit parce que quand ça va bien, voilà. Bim, ça repart tout de suite carré dès que les problèmes reviennent. C'est vrai. Après, c'est une lecture très facile. Mais... Exactement. Moi, c'est ce que je lui reproche. C'est ça va bien. Du coup, on te montre le cadre et en plus c'est criant, quoi, parce que c'est le personnage principal qui fait ça. Du coup, le personnage, il rentre dans la construction du film au moment où il fait ça. Non, tu me sors du film, tu me sors de tout l'intérêt que t'avais. Today is gonna be a day, tu vois, moi j'en pouvais plus. C'est marrant parce que c'était l'un des arguments qui ressortait le plus. C'était vraiment ce truc de on a tout mélangé. Je me souviens bien quand c'est aussi que ça se resserre. Je crois que c'est quand il lit une lettre et du coup on le voit pas et ça se resserre. Et du coup, ça y est, il redevient sous pression. J'aime bien l'utilisation, mais c'est vraiment l'utilisation quand il ouvre les bras pour ouvrir le cadre et du coup de passer au 4/3 au 16/9. Moi, je peux pas. Après, encore une fois, il faut que je le revoie, que je confirme ce truc-là. Parce que tu vois, par exemple, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la construction. Parce qu'au final, le film, il tourne vraiment autour de ces 3 protagonistes. Ouais. Et en plus, tu vois, même dans la construction, la voisine qui est bègue, qui est aussi prof, qui du coup donne des cours, et qui s'ouvre petit à petit. Et même la scène de fin, je sais pas si je vais pas spoiler, mais la scène de fin, dans le jeu des acteurs, la maman qui est au bout et qui doit prendre une décision, on sent que voilà, elle est au bout, c'est super dur pour elle de prendre cette décision, mais elle le fait et c'est tellement bien construit qu'on y croit. Enfin, moi j'y crois en tout cas quand je le vois le film, je me dis ok, c'est possible, et je me mets à la place de cette femme, et en fait dans tout le film j'ai réussi à me mettre à la place de la maman et qui a pas le choix que d'arriver à cette décision finale avec son fils, quoi. Non mais écoute, quand on parle, j'ai des petites réminiscences du film qui me viennent parce que je l'ai vu qu'une fois, je tiens à le préciser, c'était quand j'étais au lycée et tout ça. Moi j'étais, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'étais peut-être pas, comment on appelle ça,
j'avais pas forcément j'avais un avis tranché sur le cinéma et t'étais chiant. J'étais chiant. C'est ça. J'étais vraiment très chiant. Et du coup, je comprends que j'ai pu être dur avec le film, surtout que j'ai vu qu'il avait eu un prix à l'époque. Moi, je dis il a eu un prix, donc forcément, je vais pas aimer et tout, des trucs comme ça. Donc Anatomie d'une chute, c'est nul, c'est ça? Non. Mais ouais, là, en parlant, parce que du coup, j'ai cité Lana Del Rey, j'ai la musique qui me revient en tête avec ce ralenti du coup à la fin où je le vois courir, et je me dis c'est pas con, il faut que je le revoie. Bah, écoute, tu m'as convaincu, je suis convaincu. Ouais. Faut mettre un petit son, et on le met maintenant le son. Allez, tu regardes son. Non, je vais le regarder. Okay. Mais quand tu dis film où il se passe rien, ça me fait penser à After Sun, je sais pas si tu as vu, c'est sorti ces derniers mois là, avec Paul Mescal. Et je vois ce que tu veux dire dans le truc il se passe rien, c'est un film où c'est un père et sa fille en vacances, et il n'y a pas de... il se passe rien, c'est mal dit, mais... Il n'y a pas des zombies qui arrivent d'un seul coup avec des armes. C'est ça, c'est juste des situations, et en fait, les situations, elles parlent d'elles-mêmes, et du coup, tu comprends tous les problèmes à travers des trucs anodins pendant 1h30, à la fin, tu te dis, je sais pas ce que j'ai vu, mais quand tu réfléchis, en fait, t'as tout vu, juste qu'ils ont rien dit, tu vois, donc j'ai l'impression que tu pourrais aimer After Sun, du coup, si t'as aimé ça. Je vais me le noter. Moi, j'ai pas vu Mommy, donc voilà. Mais peut-être que je vais regarder Mommy. Ouais, regarde-le. Ouais. Regarde-le, je pense que... Et puis le fait que ça se passe en québécois aussi, que ce soit tourné en québécois, je trouve qu'on rentre encore plus dans l'histoire, je sais pas, les moments où ils s'engueulent, etc. Enfin, c'est comme tu dis, les scènes de bagarre, par contre, ça crie, ça y va fort, mais justement, je trouve ça d'une justesse, ça ressemble vraiment où on s'est tous des fois engueulés avec nos parents, et c'est peut-être des fois nos mots ont dépassé notre pensée. Lui, en plus, il est malade, et c'est fort, et en fait, je trouve que c'est un film dont on discute après en sortant. Je sais pas, c'est un film dont on a envie de parler parce qu'on n'a peut-être pas tous la même lecture de ce qui se passe entre la mère et le fils, quoi. Ouais, c'est clair. Non, je vais le revoir. Ça y est, ça m'a donné envie de ouf. Bon, on vous invite à regarder Mommy. Je vais le faire aussi, Victor aussi. On va tous regarder Mommy. On en reparlera peut-être du coup ensemble rapidement. Sur Netflix, je crois. Ok. Sur Netflix. Et on va enchaîner. On va terminer avec un peu d'actu. On va parler du live action One Piece et de The Creator. On met 2 petits extraits et puis on revient. I'm gonna find the One Piece. It's Gold Roger's treasure. He hid it somewhere in the Grand Line. It's a myth. Can't wait to see the look on your face when we find it. Le live action One Piece sur Netflix. Victor, il voulait en parler, il voulait pas me dire ce qu'il en pensait. Donc moi, j'attends de pied ferme. Je suis un grand fan du manga et j'ai vu un épisode du live action que j'ai plutôt bien aimé. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Et moi je voulais en parler parce que au départ j'étais pas forcément fan de la proposition du live action de One Piece. Moi je suis pas comme toi, je suis pas un super supporter de One Piece, je suis un amateur. J'ai lu tout une fois, voilà, ça me suffit. J'aime bien l'œuvre et quand j'ai su que c'était Oda qui allait faire, donc le créateur de One Piece qui a décidé de se lancer dans la création supervisé plutôt. Ouais, c'est pas le réalisateur, quoi. Non, il supervise, bien sûr. Oui, c'est pas lui qui réalise, c'est pas lui qui fait la photo, il fait rien, mais lui, il supervise tout. Et quand il est là, Oda, en général, c'est qu'il a bien le contrôle sur son œuvre. Le live action. Alors pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que j'ai vu 18 personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu One Piece. Ils ont regardé le live action jusqu'au bout, ils m'ont dit que c'était trop bien. Alors moi j'ai commencé par regarder les 4 premiers épisodes, j'ai trouvé ça nul. Mais nul, t'as l'impression que c'est fait dans une fête foraine, t'as l'impression que les acteurs ils savent pas où est-ce qu'ils sont. Mais il y a un truc très bizarre dans la série. Il y a un truc très bizarre, c'est que ils ont essayé de respecter à donf l'œuvre originale. Et ça, pour le coup, ça marche super bien. Parce que même si tu as l'impression d'être dans un décor de carton-pâte et que tu es au parc de Disneyland, et en fait, il y a quelque chose de très attachant à la série. Les personnages, ils sont comme dans le manga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation, de tension amoureuse, tout ça. Non, c'est juste l'amitié, le machin, et toutes les valeurs que véhicule au premier degré le manga, qui peuvent paraître enfantines, tout ça, ils ont réussi à le transposer dans l'œuvre. Ça pue le manque d'argent. Ça pue... pourtant, il y en a du budget, hein, mais ça pue parce qu'ils ont voulu faire les bateaux. Alors, tu parles d'un truc de pirate où il y aura je ne sais pas combien de bateaux à un moment donné dans la série, mais là, il y a tous les bateaux. Ils les ont fait. Ils les ont fait, ces bateaux. Et du coup, le film,
La série, des fois, tu te dis ah putain, t'as l'impression que c'est en carton, et des fois c'est quand même pas mal. Et du coup, la série a connu un très bon succès. C'est planétaire, ouais. C'est un truc. Le lancement de ouf en tout cas. Parce que de toute façon, c'est Netflix, j'ai oublié de vous le dire, c'est Netflix, donc forcément, t'as une communauté et une communication qui est faite déjà, puisque les fans de One Piece vont déjà regarder One Piece. Il y avait des trucs qui avaient été dits avant le lancement de la série, c'est que pendant les projets de test, c'était une catastrophe. Tout le monde avait dit que la série ne marcherait pas, que c'est impossible, tout ça. Donc tout le monde s'attendait à ce que ce soit nul. Et au final, ça a très bien marché. Justement, quand on est dans la communauté des fans ou amateurs de manga, on a peur des live action. Parce que ce qui a été fait dans l'histoire de l'humanité en live action, c'est en général une catastrophe. Tu vois. Je pense à FMA, je pense à il y a les Tortues Ninja aussi. Dragon Ball Super ou des trucs comme ça qui ça marche pas du tout. Donc quand on a dit ça il y a quelques années, ça fait peur à tout le monde. On a vu qu'il y avait beaucoup d'argent, que Oda il t'a fait dessus, on s'est dit pourquoi pas. Et moi je l'ai lancé avec un œil plutôt bienveillant de ok on va voir ce que c'est une nouvelle adaptation, c'est une proposition et pourquoi pas tu vois. Ouais. Et en vrai pourquoi pas. C'est sympa déjà dans le premier épisode il y a une scène qui n'existe pas dans le manga mais qui est canon, c'est quand Zoro il est avec c'est Mister 3, je peux pas dire n'importe quoi, ou 7, pardon. Et il y a un combat qui du coup est canon à l'histoire mais qu'on n'avait pas vu dans le manga et ça c'est sympa. Et ce qui me gêne maintenant c'est que c'est Netflix et c'est qu'ils ont déjà annoncé je crois 7 saisons. Sauf que là, les décors et les costumes c'est ok parce que dans le manga, tu vois, dans les tomes qu'ils ont adaptés, c'est du fantastique et c'est de la fiction, mais c'est pas encore des trucs aberrants, des décors de fou, des pouvoirs de fou. Sauf que dans le manga, quand on avance, il y a de plus en plus des univers qui sont construits, qui sont immenses, qui sont de plus en plus burlesques, on va dire. Et moi, j'ai trop peur de ce qu'ils vont faire, parce que ça va pas rendre bien, ou alors... Bah, moi, je suis pas trop d'accord. Ça fait peur, tu vois. L'île des hommes poissons, pour ceux qui connaissent, c'est sous l'océan, c'est un truc immense, et moi j'ai peur de ce que ça rend à l'écran ce truc. Mais moi justement... En plus les personnages qui vont vieillir, les acteurs ils vont vieillir plus vite que l'histoire et tout, tu vois. Ça c'est des peurs, c'est des craintes, mais je suis pas sûr que pour l'instant on peut avoir peur de ce qui va se passer. Mais pour l'instant là ce qui a été fait, ça fonctionne. Ouais c'est cool. En fait, ça fonctionne. Et moi, j'avais très peur que ça ne fonctionne pas. Et finalement, ils se sont dit, le ridicule ne tue pas, on va au bout de nos idées. Et du coup, il y a un côté très attachant. Moi, j'ai jamais vu une série comme ça. J'ai jamais vu des personnages comme ça. J'ai jamais vu un live action qui ressemblait vraiment à l'œuvre et qui disait on la respecte, tout en disant des fois, on a besoin de faire des raccourcis. Des fois, c'est moche. Mais tu te dis jamais, ah ok, je regarderai plus à cause de ça. Tu t'attaches très vite. Les personnages sont très bien faits, franchement. Il y a l'âme de One Piece. J'ai été médisant, parce que j'ai dit que tellement c'était naze que ça avait l'air que c'était vraiment nul. Et finalement, je me retrouve à retourner ma veste. Parce qu'en fait, ce qui marche, c'est que c'est comme dans le manga où tu as des moments hyper épiques, hyper pesants et tout, et aussi des moments où les personnages ils sont hyper goofy, ils font des blagues un peu nulles et tout. Et du coup, dans la série, tu vois, il y a ça aussi. Il y a les moments où ils sont un peu badass, mais c'est presque second degré, mais c'est One Piece en fait, ça marche bien. En gros, si vous n'avez pas lu le One Piece, l'intérêt de Luffy, donc du personnage principal, c'est d'être maxi premier degré. Il aime tout le monde de façon innée, il a aucun vice. C'est un enfant en fait, il réfléchit comme un enfant, il est super content quoi qu'il arrive, il trouve quelque chose, il est super content, il a tout le temps faim, il veut tout. C'est un enfant et en fait malgré le fait qu'il grandisse dans un monde qui devient de plus en plus violent, il garde ce truc là et il se dit non c'est tout, faut aller de l'avant et puis on est toujours content et il faut véhiculer des bonnes valeurs. Et du coup c'est pour ça que One Piece ça marche bien, c'est aussi que ça véhicule des super belles valeurs tu vois. Voilà. J'ai une petite question, moi, parce qu'en fait, je t'avoue que je n'ai jamais lu un One Piece, les mangas, j'y connais rien. Et en fait, du coup, c'est quoi l'histoire de base, le pitch, genre pour les personnes qui n'ont jamais... C'est dans un monde de la piraterie, le personnage principal, du coup, Luffy, il veut devenir roi des pirates. Ok. Donc il y a plein de pirates, il y a un gouvernement, il y a des révolutionnaires, etc. Et le but, du coup, du perso et de l'équipage qu'on suit, c'est d'être l'équipage du roi des pirates. Donc c'est House of Cards version pirate, c'est ça un peu? J'ai pas vu House of Cards, mais je suis sûr que c'est mieux. Je connais pas, j'avais jamais entendu ce parallèle-là. Mais écoute, j'y réfléchirai. House of Cards, ouais, ok. Et quelqu'un qui n'est pas du tout initié, qui a jamais lu les bouquins, etc., si demain il regarde la série, il peut kiffer. Je crois que c'est une porte d'entrée intéressante. Justement, c'est ce que je disais au début, c'est que moi je connais plein de monde qui n'était pas du tout de l'univers. Ils ont regardé la série et ils se sont mis à regarder le manga.
Ok. En 2023, donc 25 ans après la sortie du premier scan, donc le premier chapitre de One Piece en papier, quoi. Et ça, je trouve ça fort. Qu'un live action amène au manga, en Europe, bah, franchement, vous êtes fort. Hein. Merci Netflix, vous avez réussi un truc de ouf quand même. Bah, je t'avoue que moi, ça me donne envie de le regarder. Quand je vous écoute, ça me donne envie de regarder. Et il y a un truc très intéressant, c'est que bah, du coup, ça mixe toutes les cultures One Piece. C'est parce qu'il y a une île, c'est en général une culture. Là, dans l'équipage, normalement, il y a un Français. Enfin, le créateur avait dit si mes personnages devaient avoir une nationalité, bah, un tel serait brésilien, un tel serait japonais, un tel serait sud-américain, un tel serait machin, un tel serait machin. Et du coup, ils ont essayé de faire... Il y a une diversité dans la série qui est incroyable. Il y a une diversité qui est incroyable dans la série. Ça, personne ne peut le nier. Il y a de toutes les... Je pense même qu'ils vont essayer d'aller au-delà. À un moment donné, ils vont vraiment se dire, OK, on va chercher partout. Et bientôt, il y aura Jamie Lee Curtis dans la série. Donc, parce qu'elle avait toujours dit qu'elle aimerait bien jouer dans la série, et ça depuis très 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 longtemps. Et du coup, Oda l'a bien entendu et elle va jouer un personnage qu'elle avait dit qu'elle aimerait bien jouer. Du coup, ça c'est très intéressant de dire ça. Donc on vous encourage à découvrir ou à regarder le live action qui est une proposition intéressante. Et oui. Je fais un mea culpa, on m'a repris sur le plateau. Il y a des adaptations live action qui sont bien. Comme... faut m'aider si vous dites Kenshin, ça. Kenshin. Et moi, c'est la seule que j'ai en tête, là. Hein. Bon, il y en a. T'iras enregistrer un truc. Alita Battle Angel. Non. Alita, c'est de la merde. Moi, on me dit il y a des trucs bien. Non. C'est le manga Gum, je suis désolé, c'est du caca. Hein. Donc j'ai le droit d'avoir plein d'adaptations live action quand même. Et on enchaîne, on finit avec The Creator, donc par les créateurs de Rogue One. Si je peux me permettre, que tu as vu au ciné. Par le réalisateur de Rogue One, de Monster, de Godzilla de 2014, donc Gareth Edwards, qui remet le couvert avec un gros film de SF. Comme quoi Rogue One ne l'avait peut-être pas assez traumatisé, il voulait peut-être en refaire. Est-ce que tu veux dire que c'est un très bon film, Rogue One, c'est ça que tu veux dire? Non, mais c'est pas une question que c'est un bon film ou un mauvais film, c'est qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied en fait à Rogue One. Rogue One n'était pas censé avoir ce scénario-là, et finalement on lui a dit écoute, nous on s'appelle Star Wars, tu vas nous écouter, tu fais pas ton film, il y a des règles ici, il y a des speeches à faire, il y a un cahier des charges. Et là, dans The Creator, on sent qu'il s'est un peu lâché. Donc, pour un film qui coûte 80 millions de dollars et qui a l'air d'en avoir coûté 200, puisqu'il y a énormément... Rapporté ? T'as dit... Ah non, il a coûté 80 millions. Il a coûté, mais on dirait que... Mais on dirait qu'il a coûté bien plus cher. Mais vu qu'il utilise des nouvelles technologies qui font que c'est plus facile de créer des explosions, des robots aussi, puisqu'il y a pas mal de robots qu'on appelle les IA du coup dans le film. Et c'est des hommes en costume qu'on a ensuite refait à l'ordinateur en faisant croire que c'était des robots. Ça fait un peu les robots de Chappie, si vous avez vu. Oui, bien sûr. Et du coup, on reste un peu dans ces robots-là et tout ça, de Neil Blomkamp. Et ça marche vachement bien. Le film marche vachement bien. Tout ce qui touche au FX sont pas mal. Moi, le film, j'ai bien aimé. J'ai pas beaucoup aimé parce qu'il y a tout un chapitre qui ne sert à rien dans le film. Mais le film en vaut vraiment la chandelle puisque... Qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce que Gareth Edwards est un cinéaste qui veut te montrer plein de choses et qui te dit « Regarde, j'ai aimé plein de trucs et je te le ressors dans un film où il y a plein de choses, où il se passe plein de choses. » Et puis, c'est marrant, le film, à un moment, on se rend compte d'un truc de fou. Je ne sais pas si je peux vous dire un peu plus, je vais vous spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, il faut arrêter tout de suite le podcast. Mais à un moment donné, tu te dis dans le film « Tiens, c'est marrant, il n'y a pas Internet. » Tiens, c'est marrant, quand une info doit passer entre deux organismes, ils s'appellent au téléphone. C'est parce qu'en fait, les robots sont arrivés dans les années 80-90. On montre une vieille pub, c'est le début du film. On montre une vieille pub de la robotisation dans les années 50. « Les robots sont bientôt chez vous !» Et en fait... Tout de suite, on part sur les robots sont arrivés. Et du coup, tout l'aspect technologique que nous, on a connu, donc les ordinateurs, tout ça, ça n'existe pas. Et donc, on passe d'un monde
sans robots à un monde avec robots. Il n'y a pas cette histoire de programme qu'on peut avoir comme dans iRobot ou quoi. Là, on est vraiment avec que des robots. Et du coup, on est dans un film qui pue les années 80 et les années 90, et ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien, et il y a plein de petits outils, de petits trucs qui te font te dire « Ah, mais c'est habile, ah, ils ont construit autour de ça, ah, il y a une séquence qui parle de ça, ah, fusil de Tchekhov ». Et du coup, tu te dis plein de choses pendant le film. Moi, je trouve que c'est d'avoir des films comme ça que tu n'as pas l'habitude de voir, que tu as l'impression de lire une BD. Mais je ne sais pas si vous avez lu beaucoup de BD de science-fiction, mais j'ai l'impression que bientôt, on va pouvoir tous les adapter, puisque les cinéastes sont là pour faire des bonnes adaptations de SF. Il reste à leur donner carte blanche. C'est ça. C'est malheureusement ce qui pose problème. C'est marrant que tu comparais Gareth Edwards avec Neil Blomkamp, parce que je trouve que vraiment ces deux gars-là, c'est un peu ce qui aurait dû être, enfin ce qui sera peut-être, hein, mais la relève du cinéma de science-fiction. Au même titre que Paul Verhoeven dans les années 80 avec Robocop et Total Recall. Ouais, c'est clair. Et ces gars-là, vraiment, tu vois leurs films, tu as envie de donner plus d'argent pour des grosses productions. Parce que moi, je sens les mecs passionnés derrière. Des mecs qui ont envie de développer leurs films, de proposer des nouveaux univers, etc. Et puis des nouvelles thématiques aussi. Ouais, voilà, on parle de la mort, on parle de la robotique, on parle de l'IA. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est inhumain derrière l'IA, derrière un ordinateur qui crée quelque chose? Est-ce que c'est vraiment profondément inhumain ? Ça, c'est une question à se poser. Et du coup, le film aussi pose la question, puisqu'on parle beaucoup d'évolution aussi dans le film. Donc moi, j'invite à aller le voir. Ça fait du bien de voir des films. On a l'impression qu'il est sorti... Quand on voit le film, on se dit « Ah, mais tiens, c'est marrant, on dirait la suite, quelque part, de Chappie, de District 9 et de tous ces films-là. Comme si il y avait eu un espace-temps où on n'avait fait que des films à la Marvel et les machins, et on avait zappé cet héritage-là, des bons films qu'on avait. Et donc voilà, moi, The Creator, c'est un grand oui. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Est-ce que l'IA, je sais pas comment elle est traitée dans le film, mais c'est pas un thème qu'on est déjà en train d'essorer un peu et qui va vite nous faire chier? Non, tu te trompes. Tu vois, dans le dernier Mission Impossible, c'est encore une IA, le grand méchant. Oui, mais non. Ok, on sait que ça arrive et que ça fait peur à tout le monde. Peut-être pas là-dedans. Si tu m'avais écouté au début de mon intervention... C'est le robot qui s'appelle les IA. Tu aurais su que les robots sont les IA, exactement. En fait, il n'y a pas d'histoire de programmation. On te met pas avec... C'est l'ordinateur. Ouais, à un moment, il passe. Pas de Skynet, quoi. Exactement. À un moment, il passe dans une ville. Tu te dis, bah attends, il passe dans une ville, on va les repérer là. Mais non, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas tout ça. En fait, cette technologie-là n'existe pas. Et une fois que tu l'as compris, putain, qu'est-ce que tu passes un bon moment dans le film. Parce que tu te dis, il s'est affranchi de tous les problèmes. Qui est dans tous les films aujourd'hui, c'est quand si jamais tu veux faire un film, ouais, mais le portable. Ouais, mais le machin. Ouais, mais le truc. Et en fait, là, le film est super habile parce qu'il te dit, il n'y a pas tout ça. Il faut encore aller dans une cabine téléphonique pour appeler, pour donner des renseignements. Et du coup, c'est trop bien. C'est pas un hasard si je vous dis qu'il n'y a pas Internet dans le film, parce qu'il n'y a qu'un satellite dans le film. Il s'appelle, c'est le satellite du film. C'est l'arme du film. Et pareil, il pose la question. Bon, après, il y en a beaucoup maintenant des films qui font ça, mais qui est le gentil, qui est le méchant? On parle d'une nation qui se bat contre une autre. C'est un peu l'Asie contre les États-Unis. J'en dis pas plus parce que je vous laisse aller voir le film. Et n'hésitez pas, si jamais il y en a qui l'ont vu et qui écoutent le podcast, à mettre votre avis du film en commentaire. Ouais, les commentaires. Parce que moi, j'aimerais bien avoir l'avis de tout le monde. J'ai passé un bon moment et j'aimerais bien savoir si vous aussi, quoi. Et mini anecdote que je trouve trop cool pour terminer là sur ce film, c'est que c'est filmé avec un petit boîtier, tout est relatif. C'est filmé avec une FX3. C'est ça. Une Sony FX3. 4 000 €. C'est ça. Ça veut à peu près dire qu'on peut bientôt faire des films avec ce qu'on veut. En vrai, est-ce qu'on a presque sous la main, même si on n'a pas tous une caméra à 4 000 € sous la main. Oui, et puis on n'a pas tous 80 millions sous la main. Ouais, mais tu vois, je trouve ça beau dans le sens où on peut de plus en plus faire des films. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est accessible, c'est ça qui est bien. Moi, je suis d'accord. De toute façon, on arrive dans ces ères-là où les outils se démocratisent, où tout le monde, pour le coup, peut avoir des outils type IA qui nous aident à créer aussi. Et du coup, qui demain... si tout le monde a envie de faire un film comme The Creator, on pourra. Et moi, je trouve que la promesse, elle est belle. Pour l'instant, je trouve que la promesse, elle est belle. Oui, ça entraîne d'autres problèmes qui font que... Mais la promesse, elle est quand même belle de se dire que n'importe qui peut rendre physique quelque chose qu'il imagine. Et ça, je trouve ça très bien. Très belle conclusion. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Merci à vous trois d'être venus parler de ces films qu'on a tous envie de découvrir ou de redécouvrir. N'hésitez pas à regarder Roger Rabbit, à regarder Mommy, à aller voir The Creator. Merci Alex. Pour rappel, tu fais des sketchs sur YouTube, des vidéos sur Instagram, sur les réseaux. C'est ça, merci. Du théâtre. Merci à vous de allez voir ce qu'il fait.
Merci à vous de m'avoir invité. Je passe un Avec très plaisir. bon... Nous aussi. Pareil. Eh ben génial. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, nous recommander des films, nous dire ce que vous avez pensé de ceux dont on parle, des améliorations, des points à améliorer. Et puis on va lire tout ça, et puis on va se retrouver dans 2 semaines. Et puis en attendant, allez au cinéma. Au revoir.